Le jour de mon mariage, ils se sont envolés pour Hawaï et ont laissé un cadeau, une robe brûlée, avec une note « On va voir comment tu vas te marier ». Après avoir publié des photos avec ma belle famille milliardaire, j'ai reçu 99 appels. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans. Ayant grandi dans une maison de classe moyenne dans la banlieue de Chicago, j'ai toujours eu l'impression de marcher sur des œufs. Mes parents, Linda et Robert, étaient des perfectionnistes rigides qui micro-géraient chaque aspect de mon existence. Des vêtements que je portais aux amis que je me faisais, rien n'échappait à leur examen minutieux et satisfaisait rarement à leurs exigences. Notre modeste maison de 3 chambres était toujours impeccablement propre, car les apparences comptaient plus que tout pour mes parents. Mon père travaillait comme directeur de banque et ma mère était assistante administrative dans une compagnie d'assurance locale. Ils n'étaient en aucun cas riches, mais ils voulaient désespérément paraître plus prospères qu'ils ne l'étaient. Cette obsession du statut, malgré nos limites financières, créait une atmosphère tendue à la maison. Ma sœur cadette, Audrey, était une autre histoire. De plusieurs années ma cadette, elle avait réussi d'une manière ou d'une autre à devenir l'enfant modèle qui ne pouvait rien faire de mal. Alors que je recevais des critiques pour avoir ramené un A, Audrey était félicitée pour un B. La disparité de traitement était flagrante, mais la remettre en question ne faisait qu'empirer les choses. « Pourquoi ne peux-tu pas être reconnaissante pour ce que nous t'avons donné ?» demandait ma mère chaque fois que j'exprimais une déception ou un désaccord. « Nous avons tout sacrifié pour vous, les filles. » Ces sacrifices étaient mentionnés quotidiennement, brandis comme des armes chaque fois que je montrais le moindre signe d'indépendance. Mes accomplissements n'étaient jamais célébrés sans rappel de tout ce que mes parents avaient abandonné pour ma réussite. Quand j'ai été accepté à l'université Northwestern avec une bourse partielle, au lieu de félicitations, mon père a remarqué, « Eh bien, si ça avait été une bourse complète, nous n'aurions pas à nous démener pour payer la différence. » Je me suis spécialisé en marketing, un choix pratique que mes parents ont approuvé à contre-cœur après que j'ai abandonné mon rêve d'étudier l'histoire de l'art pour leur plaire. Même alors, ils se demandaient si j'étais assez intelligente pour réussir en affaires. Leur doute est devenu une voix dans ma tête que j'ai portée tout au long de mes études, sapant ma compétence même si j'excellais sur le plan académique. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste dans une agence de marketing numérique réputée à Chicago. Le salaire de débutant était modeste mais offrait un potentiel de croissance. Mes parents n'ont pas tardé à le comparer défavorablement à celui de mon cousin James, qui s'était lancé dans la banque d'investissement. Il gagne déjà un salaire à 6 chiffres, commentait ma mère lors de nos appels téléphoniques du dimanche. Les rencontres amoureuses étaient un autre champ de bataille. Chaque petit ami était soumis à des normes impossibles et à une humiliation subtile lors des dîners de famille. Mon petit ami de l'université, Thomas, a été rejeté comme manquant d'ambition parce qu'il voulait devenir enseignant. David, avec qui je suis sorti pendant 2 ans après l'université, était trop concentré sur sa carrière pour être un bon mari, malgré le fait que mes parents aient précédemment critiqué Thomas pour la raison inverse. Je ne pouvais jamais gagner. Vers le milieu de la vingtaine, j'avais appris à partager moins de choses sur ma vie personnelle. J'ai commencé à voir une thérapeute, la docteure Sandra Patel, qui m'a aidé à reconnaître les schémas de manipulation émotionnelle dans ma dynamique familiale. Ce que vous décrivez ressemble à de l'amour conditionnel, m'a-t-elle dit lors d'une séance. Votre valeur à leurs yeux semble liée à la manière dont vous remplissez leurs attentes, pas à qui vous êtes réellement. Cette révélation a été à la fois douloureuse et libératrice. J'ai commencé à établir des limites, en déménageant dans un appartement plus éloigné de mes parents et en limitant nos interactions à des dîners 2 fois par mois. J'ai cultivé des amitiés avec des personnes de soutien comme ma colocataire d'université, Jess, et mon collègue, Martin, qui m'appréciaient pour qui j'étais, pas pour ce que j'accomplissais. Pourtant, des années de conditionnement rendaient difficile de se libérer complètement de la recherche de l'approbation de mes parents. Chaque réussite était encore mentalement mesurée à l'aune de leur réaction potentielle. Chaque échec s'accompagnait de la déception anticipée dans leurs yeux. J'avais 27 ans, mais je me battais toujours pour découvrir qui j'étais en dehors de leurs attentes. Je ne savais pas encore que rencontrer Alex serait le catalyseur qui me forcerait enfin à choisir entre la famille dans laquelle j'étais né et la vie que je méritais. J'ai rencontré Alex Fischer lors d'un gala de charité pour l'hôpital pour enfants de Chicago au printemps, il y a 2 ans. Mon entreprise avait fait don de services marketing pour l'événement et j'étais là pour représenter notre équipe. L'amour était la dernière chose à laquelle je pensais ce soir-là, alors que je travaillais avec des clients potentiels. Une coupe de champagne à la main. Vous avez l'air aussi ennuyé que moi,
a dit une voix à côté de moi alors que j'étudiais les articles de la vente aux enchères silencieuses pour éviter une autre conversation sur les budgets marketing trimestriels. Je me suis retourné pour trouver un grand homme aux yeux bruns bienveillants et au sourire facile qui m'a instinctivement fait sourire en retour. « Est-ce que ça se voit tant que ça ?» ai-je demandé en riant. Seulement pour une autre personne se cachant près de la table de vente aux enchères la moins populaire, a-t-il répondu, désignant la poterie artisanale que nous faisions semblant d'examiner. Je m'appelle Alex, au fait. Anna, ai-je dit en lui serrant la main qu'il me tendait. Nous avons passé le reste de la soirée à parler de tout sauf des affaires. Alex était d'une authenticité rafraîchissante dans une pièce remplie de gens essayant de s'impressionner les uns les autres. Il écoutait attentivement quand je parlais, posait des questions réfléchies et m'a fait rire plus que je ne l'avais fait depuis des mois. Quand il m'a demandé mon numéro à la fin de la soirée, le lui donner m'a semblé la chose la plus naturelle du monde. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien de Lincoln Park. Alex est arrivé dans une modeste berline, portant un jean et une chemise. Rien chez lui ne suggérait la richesse ou la prétention. Il m'a dit qu'il travaillait pour l'entreprise familiale, mais n'a pas donné de détails, et je n'ai pas insisté. Après des années où mes parents jugeaient les gens sur leur statut, je trouvais son humilité séduisante. Au cours des mois suivants, notre relation s'est approfondie. Alex était patient et compréhensif, ne me poussant jamais quand j'hésitais à parler de ma famille. Quand j'ai finalement partagé certaines de mes expériences d'enfance, sa réponse a été valorisante plutôt que pleine de pitié. « Ils ont manqué l'occasion de connaître la femme incroyable que tu es », a-t-il dit en me tenant la main par-dessus la table. C'est leur perte. 6 mois après le début de notre relation, je n'avais toujours pas présenté Alex à mes parents. La pensée de le soumettre à leur jugement me terrifiait. Il ne m'a jamais mise sous pression, comprenant mon hésitation sans me faire sentir coupable. C'est lors d'un week-end dans le Michigan que j'en ai appris davantage sur les origines d'Alex. Nous marchions le long du lac quand il a mentionné nonchalamment que sa famille possédait Fisher & Son, un nom que je reconnaissais vaguement comme une entreprise de joaillerie haut de gamme. « Attends », ai-je dit, m'arrêtant net. Fisher & Son, les orfèvres, ceux qui ont des magasins à New York, Chicago et Los Angeles. Alex semblait légèrement mal à l'aise. Oui, ce sont eux. Mon arrière-grand-père a lancé l'entreprise en 1920. Mon père la dirige maintenant, et je travaille dans le design et l'approvisionnement. Je ne commence généralement pas par cette information. Pourquoi pas, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Parce que les gens te traitent différemment quand ils pensent que tu as de l'argent, a-t-il dit simplement. Soit ils veulent quelque chose de toi, soit ils supposent que tu es gâté et privilégié. Je préfère être connu pour qui je suis que pour ce que ma famille possède. Son honnêteté m'a profondément touché. Voici quelqu'un qui aurait pu utiliser le nom de sa famille pour impressionner, mais qui a plutôt choisi de vivre modestement et d'être jugé sur ses propres mérites. Cela m'a fait l'aimer encore plus. Finalement, je ne pouvais plus éviter de présenter Alex à mes parents. Nous sortions ensemble depuis presque 1 an et il m'avait invité à rencontrer sa famille, qui était chaleureuse et accueillante. J'ai organisé à contre-cœur un dîner chez mes parents, préparant Alex du mieux que je pouvais à leur comportement probable. La soirée a été aussi inconfortable que je l'avais craint. Mes parents étaient froidement polis, interrogeant Alex sur son travail et ses projets d'avenir avec un scepticisme à peine voilé. Quand il a mentionné travailler pour l'entreprise de joaillerie de sa famille, mon père a supposé qu'il était vendeur et a fait une remarque dédaigneuse sur les emplois dans le commerce de détail. Alex ne l'a pas corrigé, disant simplement qu'il appréciait l'aspect artisanal de l'industrie. Sur le chemin du retour, je me suis excusé à plusieurs reprises. Je suis vraiment désolé pour mes parents. Ils ont été horribles. Alex a tendu la main et a serré la mienne. Anna, tu n'as rien à te reprocher. Tu n'es pas responsable de leur comportement. De plus, leur opinion de moi ne change rien à ce que je ressens pour toi. 18 mois après le début de notre relation, lors d'un dîner privé au restaurant sur le toit de l'Art Institute, Alex a posé un genou à terre et m'a demandé en mariage avec une bague magnifique qu'il avait conçue lui-même. Elle comportait un diamant taille émeraude sur une monture en platine avec de minuscules saphirs, ma pierre de naissance, incrustée dans l'anneau. Anna, tu m'as montré ce que signifie être courageuse et fidèle à soi-même malgré tous les obstacles. Je veux passer ma vie à soutenir tes rêves comme tu as soutenu les miens. Veux-tu m'épouser? À travers des larmes de joie, j'ai dit oui sans hésitation. Le moment était parfait, rendu encore plus spécial par la pensée et le soin qu'il avait mis à créer une bague qui reflétait ma personnalité.
Quand j'ai appelé mes parents le lendemain pour leur annoncer la nouvelle, leur réponse a été au mieux tiède. Eh bien, je suppose que des félicitations s'imposent, a dit ma mère sans enthousiasme. Bien que vous ne le connaissiez que depuis 1 an et demi. Cela semble plutôt précipité. Mon père a été plus direct. J'espère qu'il a de meilleures perspectives de carrière que le commerce de détail s'il prévoit de subvenir aux besoins d'une famille. Avez-vous discuté de finances, de contrat de mariage? Leur réaction m'a blessé, mais ne m'a pas surprise. J'avais appris à m'attendre à la déception, mais cette fois, j'ai refusé de les laisser diminuer mon bonheur. Alex et moi construisions quelque chose de beau ensemble, avec ou sans leur bénédiction. Les mois qui ont suivi nos fiançailles auraient dû être remplis de joie, mais sont plutôt devenus un exercice de gestion de drames familiaux. Alex et moi envisagions un mariage élégant mais intime avec environ 100 invités au Jardin botanique de Chicago. Nous voulions quelque chose de significatif qui reflète nos personnalités plutôt qu'une démonstration extravagante. Quand les parents d'Alex, Catherine et James Fisher, ont offert de payer pour le mariage en guise de cadeau, j'ai été touché par leur générosité. « Tu fais partie de la famille maintenant », m'a dit Catherine chaleureusement. « Laisse-nous faire ça pour vous deux. » Mes parents, cependant, ont vu leur offre comme un affront. « Nous pouvons contribuer au mariage de notre propre fille », a insisté mon père lors d'un dîner inconfortable, malgré leurs moyens financiers plus limités. L'orgueil primait sur le sens pratique. « Papa, les Fisher veulent faire ça pour nous, pas parce qu'ils pensent que tu n'en as pas les moyens, ai-je expliqué, essayant d'arrondir les angles. Alors maintenant, tu as honte de nous, a interjeté ma mère, honte de tes origines. Peu importe avec quel soin je naviguais dans ces conversations, mes parents trouvaient des moyens de se sentir offensés. Quand nous avons choisi le lieu, ils se sont plaints que c'était inutilement chic. Quand nous avons choisi le menu, ils se sont demandé pourquoi nous avions besoin de plats si exotiques alors qu'un dîner normal aurait suffi. Chaque décision est devenue un champ de bataille. J'ai essayé d'inclure ma mère dans le magasinage de la robe, espérant que ce serait une expérience de rapprochement. Nous avons visité une boutique de mariage haut de gamme où je suis tombée amoureuse d'une robe de coupe trapèze classique avec de délicates perles. 10 000 $ pour une robe que tu ne porteras qu'une fois, s'est exclamée ma mère assez fort pour que les autres clientes l'entendent. C'est obscène, Anna. Je t'ai mieux élevé que ça. La robe était en fait proposée avec une réduction car c'était un modèle d'une saison précédente, et Catherine m'avait dit en privé de ne pas m'inquiéter du coût. Pourtant, la réaction de ma mère m'a laissé en larmes dans la cabine d'essayage de la boutique. Peut-être devrions-nous aller dans un endroit plus abordable, ai-je suggéré, essayant de sauver la journée. À quoi bon, a-t-elle répondu. Tu préfères clairement l'opinion de Catherine à la mienne de toute façon. En revanche, le magasinage avec Catherine le week-end suivant a été une expérience joyeuse. Elle était encourageante sans être insistante, honnête sans être cruelle. Quand j'ai finalement dit oui à la robe que j'aimais, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Tu es absolument magnifique, Anna. Alex ne pourra pas te quitter des yeux. » À l'approche de la date du mariage, le contraste entre mes parents et les Fisher est devenu de plus en plus frappant. Mes futurs beaux-parents nous incluaient dans les dîners de famille, s'enquéraient de nos préférences et respectaient nos décisions. Ils étaient riches mais sans prétention, prospères mais humbles. La tension a culminé lors du dîner de répétition organisé par les Fisher dans un restaurant haut de gamme surplombant le lac Michigan. Ils avaient réservé une salle privée avec des menus personnalisés et des touches attentionnées comme des photos encadrées d'Alex et moi tout au long de notre relation. Pendant son toast, le père d'Alex a parlé chaleureusement de m'accueillir dans leur famille et de la joie de voir son fils si heureux. Quand ce fut au tour de mon père de parler, il a prononcé un discours truffé de compliments déguisés. Anna a toujours été une fille avec de grands rêves, a-t-il dit, un verre à la main. Parfois trop grand pour son propre bien. Mais je suppose que cette fois, ses ambitions ont payé. Il a regardé Alex d'un air entendu. Elle est certainement bien retombée sur ses pieds. L'insinuation que j'avais poursuivi Alex pour l'argent de sa famille flottait dans l'air. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation alors qu'un silence inconfortable s'installait. Alex a serré ma main sous la table, son soutien silencieux étant la seule chose qui m'empêchait de m'effondrer. Plus tard dans la nuit, j'ai confronté mes parents dans leur chambre d'hôtel. « Comment as-tu pu dire ça? Penses-tu vraiment que je suis avec Alex pour son argent? Je ne savais même pas pour l'entreprise de sa famille quand nous nous sommes rencontrés. Nous nous inquiétons juste pour toi, a répondu ma mère sur la défensive. Tu as toujours été impulsive. Nous ne voulons pas que tu te laisses emporter par tout ça,
a-t-elle dit en faisant un geste vague, se référant probablement à la richesse des Fischer. J'ai 28 ans, pas une enfant. J'épouse Alex parce que je l'aime. Il me respecte et me soutient, ce qui est plus que ce que je peux dire de vous deux ces derniers temps. Surveille tonton, a averti mon père. Nous sommes toujours tes parents. Alors agissez comme tel, ai-je répondu, ma voix se brisant. Demain est censé être le plus beau jour de ma vie. Tout ce que je veux, c'est que vous soyez heureux pour moi. Est-ce vraiment trop demandé? Ils n'ont pas répondu directement, mais ma mère m'a serré dans ses bras avec raideur avant que je ne parte. Dors un peu, a-t-elle dit. Tout ira mieux demain matin. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, émotionnellement épuisé, mais avec l'espoir que nous avions peut-être dissipé les malentendus. Peut-être que demain serait différent. Peut-être qu'il mettrait enfin de côté le ressentiment et serait simplement présent pour l'un des jours les plus importants de ma vie. Je n'avais aucune idée qu'au matin, ils seraient en route pour Hawaï, laissant la destruction dans leur sillage. Je me suis réveillé tôt le jour de mon mariage. Un mélange d'excitation et d'énergie nerveuse rendant le sommeil impossible. La suite que j'avais réservée au Four Seasons surplombait le lac Michigan, et le lever de soleil de juin jetait une lueur dorée sur l'eau qui semblait être un bon présage. Aujourd'hui, j'épouserai l'homme que j'aimais, entouré d'amis et de famille. Malgré les tensions avec mes parents, j'étais déterminé à me concentrer sur la joie de l'occasion. Mon téléphone a sonné juste au moment où je versais ma première tasse de café. Voyant le nom de ma sœur à l'écran, j'ai répondu joyeusement « Bonjour. Es-tu en route ?» La coiffeuse sera là dans une heure. Il y a eu une pause avant qu'Audrey ne parle, sa voix inhabituellement hésitante. Anna, je ne sais pas comment te dire ça, mais maman et papa sont partis. Que veux-tu dire, partis, ai-je demandé, ne comprenant pas, leur hôtel est juste au bout de la rue. Ils sont partis prendre le petit déjeuner ou quelque chose comme ça? Non, Anna. Ils sont partis. Ils se sont envolés pour Hawaï ce matin. Papa avait apparemment réservé le voyage il y a des semaines. Ils m'ont demandé de te dire qu'ils ne seraient pas au mariage. La tasse de café m'a glissé des mains, se brisant sur le sol. Ce n'est pas possible. Mon mariage est aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi ferait-il ça? La voix d'Audrey était faible. Maman a dit que tu avais fait ton choix en prenant le parti de sa famille plutôt que de la nôtre. Papa a dit que tu avais besoin d'apprendre une leçon sur la loyauté. Elle a fait une pause. Il y a autre chose. Ils ont laissé un paquet à ton appartement. Le gérant de l'immeuble m'a appelé parce qu'il n'arrivait pas à te joindre. Il a dit que papa insistait pour que tu le reçoives ce matin. Le monde semblait basculer sur son axe. Mes parents m'avaient abandonné le jour de mon mariage, non pas à cause d'une urgence ou d'une maladie, mais délibérément pour me punir d'une déloyauté imaginaire. J'ai eu du mal à respirer alors que la réalité s'imposait à moi. Au moment où mes demoiselles d'honneur sont arrivées, j'étais assise en larmes sur le sol de la salle de bain. Ma meilleure amie Jess a pris les choses en main, envoyant quelqu'un à mon appartement pour récupérer le mystérieux paquet pendant que les autres essayaient de me réconforter. Ils ont toujours été difficiles, ai-je sangloté. Mais je n'aurais jamais pensé qu'ils feraient quelque chose comme ça. Comment ont-ils pu simplement partir? Qu'est-ce que je vais dire à tout le monde? Qui va me conduire à l'hôtel? Catherine est arrivée peu de temps après, m'enveloppant immédiatement dans une étreinte maternelle qui m'a fait pleurer plus fort. Oh, Anna, je suis tellement désolée, a-t-elle dit en me serrant fort. Mais écoute-moi. Alex t'aime. Nous t'aimons. Et ce mariage va avoir lieu, avec ou sans tes parents. Le paquet de mon appartement est arrivé alors que la maquilleuse essayait de sauver mes yeux gonflés de larmes. C'était une grande boîte emballée dans du papier brun uni avec mon nom écrit de la main de mon père. Veux-tu que je l'ouvre, a offert Jess, clairement inquiète de ce qui pourrait se trouver à l'intérieur. Non, je dois le voir, ai-je insisté, bien que la peur me noue l'estomac. Rien n'aurait pu me préparer à ce que contenait la boîte. À l'intérieur se trouvait ma robe de mariée, celle que j'avais achetée avec Catherine, maintenant réduite à une ruine partiellement brûlée. Le délicat perlage était fondu, la soie carbonisée sur les bords. Épinglée à ce qui restait du corsage se trouvait une note manuscrite. On va voir comment tu vas te marier maintenant. Peut-être que la prochaine fois, tu te souviendras où devrait se situer ta loyauté. Un hoquet collectif a rempli la pièce. La main de Catherine s'est portée à sa bouche avec horreur. Jess a juré à voix basse. La maquilleuse s'est figée,
le pinceau en l'air. Ils ont brûlé ma robe de mariée, ai-je chuchoté, le choc laissant place à une douleur profonde. Ils ont vraiment détruit ma robe pour m'empêcher de me marier. La cruauté de l'acte était à couper le souffle. Ce n'était pas seulement de la désapprobation ou de l'absence. C'était une tentative active de saboter l'un des jours les plus importants de ma vie. Quelque chose en moi a changé à ce moment-là, un réalignement fondamental de la façon dont je voyais mes parents et ma relation avec eux. Comme si elle sentait mes pensées, Catherine s'est agenouillée à côté de moi. Anna, écoute-moi. C'est horrible et inexcusable, mais ça n'empêchera pas cette journée d'avoir lieu. J'ai une idée. Elle a passé un appel rapide à son amie Diane, propriétaire d'une boutique de luxe au centre-ville de Chicago. En 1 heure, une sélection de robes de mariée de créateurs à ma taille a été livrée à la suite de l'hôtel. Parmi elles se trouvait une superbe création de Vera Wang qui m'allait comme si elle avait été faite pour moi, ne nécessitant que des retouches mineures que la couturière de la boutique a effectuées sur place. Pendant que l'on m'ajustait, Alex a appelé, ayant appris pour mes parents par son témoin, qui avait parlé à Jess. « Anna, je suis tellement désolé, a-t-il dit, sa voix tendue de colère en mon nom. Quoi que tu veuilles faire aujourd'hui, je te soutiens. Si tu veux reporter, on peut le faire. Si tu veux t'enfuir et te marier à la place, je suis prêt. C'est à toi de décider. » Sa compréhension a ravivé mes larmes, mais a aussi renforcé ma détermination. « Je veux t'épouser aujourd'hui, lui ai-je dit. Je ne les laisserai pas gâcher ça pour nous. Ils ont déjà pris assez. » En début d'après-midi, une transformation s'était produite. La nouvelle robe m'allait parfaitement. Mon maquillage avait été refait pour couvrir toute trace de larmes. Mes demoiselles d'honneur m'entouraient d'amour et d'encouragement. Mais alors que nous nous préparions à partir pour le jardin botanique, une nouvelle inquiétude a fait surface. « Qui va me conduire à l'hôtel ?» ai-je demandé, la question se coinçant dans ma gorge. C'est Catherine qui a fourni la réponse. « James serait honoré si tu le lui permettais, mais seulement si cela te convient, Anna. » Le geste m'a profondément ému. Le père d'Alex m'avait montré plus de respect et de gentillesse en 2 ans que le mien en 28. Je serai reconnaissante, ai-je répondu. En arrivant sur les lieux, la coordinatrice du mariage s'est approchée avec inquiétude. J'ai essayé de joindre vos parents. Ils devaient faire partie du cortège. Il y a eu un changement de programme, ai-je dit simplement, ne voulant pas expliquer la douloureuse vérité à tout le monde. James Fisher me conduira à l'hôtel. Malgré le traumatisme du matin, alors que la musique commençait et que je me tenais à l'entrée du jardin avec James à mes côtés, un calme surprenant s'est installé en moi. Le chemin devant moi était bordé de fleurs et de visages souriants. Au bout se tenait Alex, ses yeux remplis d'amour alors qu'il me regardait approcher. « Prête ?» a demandé James doucement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai hoché la tête. « Oui, je suis prête. » Malgré le chagrin du matin, mon mariage a été tout ce que j'aurais pu espérer. Le jardin botanique de Chicago était en pleine floraison estivale, créant une cathédrale naturelle de fleurs et de verdure. Alors que le quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel, j'ai remonté l'allée au bras de James, mes yeux fixés sur Alex, m'attendant sous une arche de roses blanches et de lierre. L'absence de mes parents a créé un vide dans mon cœur, mais il a été rapidement comblé par la chaleur sincère de toutes les personnes présentes. Amis et famille des 2 côtés se sont levés à mon passage, leurs visages reflétant le bonheur pour nous plutôt que la pitié pour ma situation. J'avais choisi de ne pas partager toute la vérité sur les actions de mes parents avec la plupart des invités, disant simplement qu'il y avait eu une urgence familiale. Quand James a placé ma main dans celle d'Alex, il a ajouté un moment imprévu, m'embrassant sur la joue et chuchotant « Nous sommes si fiers de t'accueillir dans notre famille. » La simple sincérité de ces mots a guéri quelque chose de brisé en moi. La cérémonie elle-même a été brève mais significative. Nous avions écrit nos propres vœux, et la voix d'Alex était stable alors qu'il promettait de me soutenir à travers tous les défis de la vie. « Tu m'as montré ce qu'est la vraie force », a-t-il dit, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Je promets d'être ton partenaire, ton champion et ton havre de paix, aujourd'hui et toujours. » Quand ce fut mon tour, ma voix n'a que légèrement vacillé. « Alex, tu m'as appris que l'amour ne devrait pas avoir de conditions ou d'attentes. Tu m'acceptes complètement tel que je suis. Je promets de chérir ce cadeau et de te le rendre chaque jour de notre vie ensemble. » Alors que nous échangions les alliances et étions déclarés mari et femme, un sentiment de paix m'a envahi. Ce moment était le nôtre, et rien ne pouvait le ternir.
Pas même la tentative cruelle de mes parents de faire dérailler notre journée. La réception s'est tenue dans le pavillon vitré du jardin, transformé avec des lumières scintillantes et des centres de table de roses de jardin et de fleurs sauvages. Pendant le cocktail, d'innombrables invités se sont approchés pour nous féliciter, ignorant le drame du matin ou mon changement de robe. « Tu es absolument magnifique », a dit mon ancienne colocataire d'université, Jess, en me serrant dans ses bras. « Cette robe est encore plus belle que celle que tu m'avais montrée avant. » J'ai souri, ne corrigeant pas sa supposition. « Merci. Elle me semble parfaite pour aujourd'hui. » La traditionnelle danse père-fille a été réimaginée comme une danse spéciale avec James, qui avait demandé à l'orchestre de jouer « The Way You Look Tonight » de Frank Sinatra. Alors que nous nous déplacions sur la piste, il a parlé doucement. « Catherine et moi voulons que tu saches que nous te considérons comme notre fille maintenant, Anna. Pas seulement légalement, mais dans nos cœurs. » Plus tard, pendant les toasts, Catherine s'est levée et a levé son verre. Quand Alex nous a ramené Anna à la maison pour nous la présenter, nous avons su immédiatement qu'il avait trouvé sa partenaire parfaite. Sa gentillesse, son intelligence et sa force de caractère ont brillé dès le premier instant. Aujourd'hui, nous ne gagnons pas seulement une belle fille, nous gagnons une fille. Ces mots ont ravivé mes larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de gratitude plutôt que de douleur. La célébration s'est poursuivie tard dans la nuit avec de la danse, des rires et une joie sincère. Si quelqu'un a remarqué l'absence de mes parents, ils ont eu le tact de ne pas le mentionner. À la fin de la soirée, entouré de personnes qui se souciaient vraiment de nous, j'ai réalisé que la famille pouvait être choisie aussi bien que de naissance. 2 jours plus tard, Alex et moi sommes partis pour notre lune de miel, un voyage de 3 semaines à travers l'Italie que ses parents avaient organisé comme cadeau de mariage. Alors que nous explorions les rues anciennes de Rome, les canaux de Venise et les collines ondoyantes de la Toscane, la douleur de la trahison de mes parents a commencé à s'estomper, bien qu'elle n'ait jamais complètement disparu. C'est lors d'une soirée tranquille à notre hôtel à Florence que j'ai décidé de publier une sélection de photos de mariage sur les réseaux sociaux. Jusque-là, j'avais hésité, ne voulant pas faire face aux questions sur l'absence de mes parents. Mais en regardant les images joyeuses de notre journée parfaite, j'ai ressenti une vague de défi. Pourquoi devrais-je cacher mon bonheur pour protéger ceux qui avaient tenté de le détruire? J'ai sélectionné une douzaine de photos qui capturaient la beauté et l'émotion de la journée, y compris plusieurs avec la famille d'Alex. Une image particulière nous montrait avec Catherine et James, tous vêtus de nos plus beaux atours, l'héritage de plusieurs générations d'orfèvres de la famille Fischer subtilement mis en évidence par les bijoux exquis. Catherine portait des pièces que je savais maintenant être des héritages de l'entreprise valant des millions. En quelques heures, la publication a reçu des centaines de « j'aime » et de commentaires d'amis et de connaissances exprimant leurs félicitations. Mais c'est un commentaire de la créatrice de ma robe de remplacement qui a fait en sorte que la publication gagne une attention inattendue. Absolument honoré que ma création ait été choisie pour votre journée spéciale, a écrit Diane, en taguant le compte de sa boutique. Anna est une mariée à couper le souffle dans notre collection couture. Le tag de haut profil a conduit à ce que la publication soit partagée dans les cercles de la mode, l'amenant à un public beaucoup plus large que je ne l'avais prévu. La combinaison du cadre magnifique, de la robe de créateur et de la présence de la famille Fischer, connue dans certains cercles pour son empire exclusif de la joaillerie, a créé une tempête parfaite d'intérêt sur les réseaux sociaux. Alors qu'Alex et moi voyagions à travers la Toscane, largement déconnectés de nos téléphones, nous ignorions que notre mariage était devenu un sujet de conversation. Ce n'est qu'en arrivant à Rome pour la dernière étape de notre voyage que j'ai vérifié mes messages et découvert des dizaines de notifications, y compris plusieurs appels manqués d'un numéro que je ne connaissais que trop bien. Mes parents avaient vu les photos de mariage, et ils n'étaient pas contents. Notre vol de retour de Rome a atterri à Chicago par un après-midi étouffant de juillet. Dès que j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone, il a commencé à vibrer continuellement de notifications. 99 appels manqués, 68 SMS, des dizaines de messages vocaux. La majorité provenait de mes parents. Ça ne peut pas être bon, ai-je murmuré à Alex alors que nous attendions nos bagages. Il a serré ma main. Quoi que ce soit, nous le gérons ensemble. Veux-tu écouter l'un des messages maintenant? J'ai secoué la tête. Pas ici. Rentrons d'abord à la maison. Notre appartement semblait merveilleusement paisible après le long voyage. Nous avons déballé l'essentiel et commandé à emporter avant que je ne trouve enfin le courage de vérifier le premier message vocal de ma mère. Sa voix était tendue d'une fureur à peine contenue. Anna, rappelle-nous immédiatement. Nous devons discuter de ces photos que tu as publiées.
Comment oses-tu nous humilier de cette façon? Rappelle-nous. Chaque message suivant devenait plus exigeant et accusateur. Au 20e message vocal, ma mère criait presque. Tu as délibérément caché qui sont vraiment les fichères. Sais-tu comment cela nous fait paraître? Tout le monde peut voir que tu t'es marié avec un riche et que tu n'as même pas eu la décence de le dire à tes propres parents. Nous ne serions jamais partis si nous avions su. J'ai eu la nausée. Bien sûr, maintenant qu'ils avaient vu la richesse de la famille Fischer affichée sur mes photos de mariage, mes parents regrettaient soudainement leurs actions. Non pas parce qu'ils avaient eu tort, mais parce qu'ils avaient mal calculé ce qu'ils pouvaient gagner de cette connexion. Ils pensent que j'ai épousé Alex pour l'argent de sa famille, ai-je dit à Alex, qui avait écouté avec une colère croissante à mes côtés. Et ils sont en colère parce qu'ils ont manqué l'occasion d'en profiter eux-mêmes. C'est incroyable, a-t-il répondu, passant une main dans ses cheveux avec frustration. Après ce qu'ils ont fait à ta robe, après t'avoir abandonné le jour de notre mariage, ils ont l'audace d'être en colère contre toi. J'ai parcouru les SMS, chacun plus exigeant que le précédent. Le dernier, envoyé quelques heures avant notre atterrissage, disait « Nous venons à ton appartement demain à 18h. » Sois là. Nous devons discuter de la manière de régler cette situation. Régler cette situation, ai-je répété, incrédule. Ils pensent qu'il y a un moyen de régler ce qu'ils ont fait. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, l'anxiété me parcourant à l'idée d'affronter mes parents. Alex a suggéré que nous refusions simplement de les voir, mais je savais que cela ne ferait que retarder l'inévitable confrontation. Mieux valait y faire face et ensuite avancer dans nos vies. Le lendemain soir, à 18h précise, notre sonnette a retenti. Alex a serré ma main une dernière fois avant que j'ouvre la porte pour trouver mes parents debout là, l'air remarquablement peu repentant compte tenu des circonstances. Enfin, a dit ma mère en me bousculant pour entrer dans l'appartement. Nous essayons de te joindre depuis des jours. Mon père a suivi, ses yeux balayant notre maison d'un air critique. Alors, c'est ici que tu vis. Étonnamment modeste, considérant. J'ai fermé la porte, me préparant. Considérant quoi, papa? Considérant que tu as épousé un membre de la famille Fischer, a-t-il répondu sans détour. Pourquoi nous as-tu caché qui ils sont vraiment? Pensais-tu que nous ne le découvririons pas? Je n'ai rien caché, ai-je dit, gardant ma voix égale avec effort. Vous n'avez jamais demandé et ce n'était pas pertinent. Alex ne se définit pas par l'entreprise de sa famille et moi non plus. Pas pertinent. La voix de ma mère s'est élevée d'incrédulité. Tu as épousé un membre de l'une des familles les plus riches de Chicago, et tu n'as pas pensé que cela valait la peine de le mentionner à tes propres parents. Alex s'est avancé. Avec tout le respect que je vous dois, M et Madame Bennett, je pense que vous avez renoncé à tout droit à des explications après vos actions le jour de notre mariage. Le visage de mon père s'est assombri. Cela ne te concerne pas, jeune homme. C'est entre nous et notre fille. En fait, cela me concerne beaucoup, a répondu fermement Alex. Vous avez abandonné ma femme le jour de notre mariage et détruit sa robe de mariée par dépit. Maintenant, vous êtes dans notre maison à faire des accusations parce que vous avez découvert que ma famille a de l'argent. De l'argent qui, pour mémoire, n'a rien à voir avec la raison pour laquelle Anna et moi sommes tombés amoureux. Ma mère a agité la main avec dédain. Nous avons fait une erreur. Certes, nous étions contrariés et avons agi impulsivement, mais les familles se pardonnent. Maintenant, nous devons aller de l'avant, faire les présentations appropriées aux Fischer. Nous devrions organiser une réception pour vous deux, inviter nos amis et notre famille qui ont manqué le mariage. L'audace m'a laissé sans voix un instant. Il n'était pas là pour s'excuser, mais pour élaborer une stratégie sur la manière de profiter de mon mariage. Laissez-moi m'assurer que je comprends, ai-je dit lentement. Vous m'avez laissé le jour de mon mariage avec une note vicieuse et ma robe détruite. Vous n'avez rien dit pendant des semaines. Puis vous avez vu des photos montrant que les Fischer sont riches et soudainement, vous voulez jouer à la famille heureuse et organiser une réception comme si de rien n'était. Ne sois pas dramatique, Anna, a ricané mon père. Tout le monde fait des erreurs. Nous étions blessés que tu sembles préférer sa famille à la tienne. Mais maintenant, nous comprenons mieux la situation. La situation, ai-je répété. Vous voulez dire que maintenant que vous savez que la famille d'Alex a de l'argent, vous voulez de nouveau faire partie de nos vies? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous ne pouvez pas traiter les gens horriblement et ensuite vous attendre au pardon quand vous réalisez qu'il pourrait y avoir un avantage pour vous. Nous sommes tes parents,
a insisté ma mère. La famille, c'est pour toujours. Les Fischer doivent rencontrer ta vraie famille, pas seulement avoir ta version des faits. Ma version des faits. J'ai senti mon contrôle m'échapper. Il n'y a pas de version. Il y a des faits. Vous m'avez abandonné. Vous avez détruit ma robe de mariée. Vous avez laissé une note disant, et je cite, « On va voir comment tu vas te marier maintenant ». Ce ne sont pas des interprétations. Ce sont des choses que vous avez réellement faites. Nous n'avions aucune idée que les Fischer t'achèteraient simplement une autre robe, a rétorqué mon père. Si nous avions su qui ils étaient. Si vous aviez su qu'ils étaient riches, vous vous seriez comporté différemment, ai-je terminé pour lui. Cela ne fait qu'empirer les choses, pas les améliorer. Cela signifie que votre amour et votre soutien sont conditionnels. Non seulement au fait que je réponde à vos attentes, mais aussi à ce que vous pouvez gagner de la relation. L'expression de ma mère s'est durcie. Je n'aime pas tonton, Anna. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi exactement? Ai-je interrompu. Des années de blessures refoulées, se libérant enfin. M'avait critiqué, m'avait comparé défavorablement aux autres, m'avait fait sentir que je n'étais jamais assez bien, m'avait abandonné le jour de mon mariage. Dites-moi, de quoi devrais-je être reconnaissante? Un lourd silence a rempli la pièce. Mes parents ont échangé des regards, clairement non préparés à cette version de moi, une qui ne reculerait pas et n'accepterait pas leur manipulation. Nous voulons rencontrer les Fischer, a finalement dit mon père, changeant de tactique. Ce n'est sûrement pas trop demandé. Nous devrions tous apprendre à nous connaître maintenant que nous sommes liés par le mariage. Alex, qui était resté tranquillement à mes côtés pour me soutenir, a pris la parole. Mes parents sont au courant de ce que vous avez fait à Anna. Ils ont vu la robe. Ils ont vu son chagrin. Je ne pense pas qu'ils seraient intéressés à vous rencontrer dans ces circonstances. Alors tu les as empoisonnés contre nous, a accusé ma mère, en ne racontant que ta version de l'histoire. Il n'y a pas de version à cette histoire, ai-je dit fermement. Seulement la vérité. Et la vérité est que vous m'avez montré exactement qui vous êtes et ce que je représente pour vous. Je ne soumettrai pas les Fischer, qui ne m'ont montré que de la gentillesse et de l'acceptation, à votre genre de dynamique familiale toxique. Le visage de mon père a rougi de colère. Alors c'est comme ça que ça va se passer. Tu les choisis plutôt que ton propre sang. Je me choisis moi-même, ai-je répondu. Pour la première fois de ma vie peut-être, je choisis de ne pas accepter un traitement qui me blesse de la part de quiconque, même de mes parents. Surtout de mes parents, qui devraient m'aimer inconditionnellement, mais qui n'ont jamais aimé que la version de moi qui sert leurs besoins. Bien, a claqué ma mère en prenant son sac à main. Quand tu reviendras à la raison et que tu réaliseras ce que tu es en train de jeter, ne t'attends pas à ce que nous t'accueillions à bras ouverts. Il y a des conséquences pour ce genre de manque de respect, Anna. Je suis bien consciente des conséquences, ai-je dit doucement. J'ai vécu avec les conséquences de votre amour conditionnel toute ma vie. Ça s'arrête maintenant. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, mon père s'est retourné. Ce n'est pas fini. Ta sœur est d'accord avec nous, au fait. Elle pense que tu as été totalement égoïste tout au long de cette situation. C'était une dernière tentative pour me blesser, pour me faire sentir isolé. Mais je savais mieux. Audrey m'avait envoyé un texto en privé après avoir vu les photos de mariage, s'excusant de ne pas s'être opposée plus fermement à nos parents et me félicitant pour mon mariage. Au revoir, papa, ai-je dit en tenant la porte ouverte. Maman, j'espère qu'un jour vous pourrez réfléchir à vos actions et comprendre pourquoi cela se produit. D'ici là, j'ai besoin de distance par rapport à cette relation. Après leur départ, je me suis effondré sur le canapé, émotionnellement épuisé, mais aussi étrangement paisible. Alex s'est assis à côté de moi, me prenant dans ses bras. Je suis si fier de toi, a-t-il chuchoté contre mes cheveux. Ça n'a pas dû être facile. C'était en fait plus facile que je ne le pensais, ai-je admis. Une fois que j'ai cessé de chercher leur approbation et que j'ai commencé à défendre ce que je mérite, les mots sont venus tout seuls. Au cours des semaines suivantes, l'histoire des actions de mes parents s'est irgendouie répandue dans notre famille élargie et notre cercle social, probablement par la version déformée des événements de ma mère. Mais de manière inattendue, cela s'est retourné contre eux. Plusieurs parents m'ont contacté pour m'exprimer leur soutien. Certains ont partagé leurs propres histoires sur le comportement manipulateur de mes parents au fil des ans. Plus surprenant encore, Audrey m'a appelé un soir,
la voix chargée d'émotion. J'ai vu la robe brûler, Anna. Maman l'a gardée. Peux-tu le croire? Comme une sorte de trophée. Je l'ai trouvée dans leur placard quand je les aidais à déballer leurs affaires d'Hawaï. C'est là que j'ai su que tout ce qu'il m'avait raconté sur ce qui s'était passé était un mensonge. Son soutien signifiait plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Pendant des années, nos parents l'avaient utilisé comme un coin entre nous, jouant aux favoris pour nous empêcher de former un front uni. Maintenant, voyant la vérité par elle-même, elle se libérait enfin de leur manipulation aussi. Alors que l'été se transformait en automne, mes parents ont fait plusieurs autres tentatives pour nous contacter, chaque fois avec une approche différente. Parfois, ils étaient en colère et exigeants, d'autres fois blessés et suppliants. Occasionnellement, ils tentaient d'utiliser d'autres membres de la famille comme intermédiaires. Mais Alex et moi sommes restés fermes dans nos limites, insistant sur le fait que toute relation future devrait commencer par une reconnaissance sincère de leurs actions et un engagement à changer. Cette reconnaissance n'est jamais venue. Les mois qui ont suivi notre confrontation avec mes parents ont été une période de guérison et de croissance profonde. Avec le soutien d'Alex et des séances régulières avec la docteure Patel, j'ai commencé à traiter les blessures profondes de mon enfance et le traumatisme frais de la trahison du jour du mariage. Ce que vos parents ont fait était une forme d'abus émotionnel, a expliqué la docteure Patel lors d'une séance. La robe brûlée était un acte de violence symbolique contre votre indépendance et votre bonheur. Il est naturel de ressentir du chagrin, non seulement pour ce qui s'est passé, mais aussi pour les parents que vous méritiez mais que vous n'avez jamais eus. Ce cadrage m'a aidé à comprendre les émotions complexes que je vivais. La tristesse et la colère se mêlaient à un soulagement inattendu. Pour la première fois de ma vie, j'étais libéré de la pression constante de mériter l'approbation de mes parents. Une bataille dont je reconnaissais maintenant qu'elle était conçue pour que je la perde. Notre première saison des fêtes en tant que couple marié a apporté de nouveaux défis. Thanksgiving chez les Fischer était chaleureux et joyeux, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir l'absence de ma propre famille, aussi imparfaite soit-elle. Noël a apporté une carte de mes parents ne contenant aucune excuse, mais une note laconique suggérant que nous laissions le passé derrière nous pour les fêtes. Je l'ai renvoyé sans l'ouvrir. La rupture familiale est plus courante que les gens ne le pensent, m'a dit doucement Catherine lorsqu'elle a remarqué mon humeur mélancolique lors de leur réunion de Noël. James n'a pas parlé à son père pendant les 15 dernières années de la vie de cet homme. C'était douloureux mais nécessaire pour son propre bien-être. Parfois, la chose la plus saine que nous puissions faire est de créer une distance avec ceux qui nous blessent, même quand ils font partie de la famille, peut-être surtout alors. Sa compréhension a été un baume pour mon esprit. Les Fischer ne m'ont jamais pressé de me réconcilier avec mes parents pour le bien des apparences ou de la tradition. Ils ont respecté ma décision et ont continué à m'accueillir pleinement dans leur famille sans me faire sentir que je leur devais quoi que ce soit en retour. En janvier, j'ai reçu un email inattendu de ma sœur. Audrey avait quitté la maison de nos parents et pris un appartement avec une amie, son premier vrai pas vers l'indépendance à 24 ans. Ils ont été insupportables depuis que tout est arrivé, a-t-elle écrit. Papa a perdu une promotion au travail et en rejette la faute sur la distraction du drame de ton mariage. Maman ne cesse de dire à qui veut l'entendre que tu as épousé Alex pour son argent et que tu l'as retourné contre la famille. Je leur ai finalement dit qu'ils étaient ridicules et qu'ils avaient créé cette situation eux-mêmes. Ils ne m'ont pas parlé pendant 3 jours. Je pense que je commence à comprendre ce que tu as vécu toutes ces années. Nous avons commencé à nous voir pour un café toutes les quelques semaines, reconstruisant notre relation sans l'interférence de nos parents. C'était guérissant de renouer avec la seule personne qui comprenait vraiment la dynamique de notre éducation, même si elle l'avait vécu différemment en tant qu'enfant favorisé. Le printemps a apporté un nouveau développement qui a mis à l'épreuve ma résilience émotionnelle de manière inattendue. J'ai eu un retard de règles, et un test de grossesse à domicile a confirmé ce que j'avais commencé à soupçonner. J'étais enceinte. La joie que nous ressentions, Alex et moi, était compliquée par une nouvelle vague d'anxiété. Saurais-je être une bonne mère sans un exemple positif à suivre? Mes propres blessures d'enfance affecteraient-elles ma capacité à élever un enfant? Et enfoui sous ces préoccupations, une question que j'avais presque peur de reconnaître, même à moi-même. Mes parents devraient-ils être autorisés à connaître leur petit enfant? Avoir un enfant ne vous oblige pas à renouer avec vos parents, m'a assuré la docteure Patel lorsque j'ai exprimé ces inquiétudes. Beaucoup de gens craignent de répéter les schémas de leur propre éducation, mais la prise de conscience est la première étape pour briser ces cycles. Vous reconnaissez ce qui était nuisible dans l'approche de vos parents, ce qui signifie que vous pouvez consciemment choisir une voie différente.
Alors que ma grossesse avançait, Catherine est devenue une source inattendue de sagesse et de soutien. Contrairement à ma propre mère, qui avait toujours été critique et distante, elle partageait ses expériences ouvertement, y compris ses erreurs et ses incertitudes. Aucun parent n'est parfait, Anna, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous préparions la chambre d'enfant dans notre nouvelle maison, une spacieuse maison de 3 chambres à Lincoln Park qu'Alex et moi avions achetée avec l'aide de sa famille. La différence est de savoir si vous pouvez admettre vos erreurs et réparer la relation lorsque vous échouez. Vos parents n'ont jamais appris cette compétence, mais vous, si. À mon 7e mois, j'ai écrit une lettre à ma fille Annette, y déversant mes promesses et mes espoirs pour son avenir. Je l'aimerais inconditionnellement. Je la respecterai en tant qu'individu. Je soutiendrai ses rêves même s'ils différaient de mes attentes. Je n'utiliserai jamais mon amour comme une arme ou une monnaie d'échange. J'ai scellé la lettre pour la lui donner un jour, un contrat avec moi-même autant qu'un message pour elle. 2 semaines avant ma date d'accouchement, une enveloppe est arrivée avec l'adresse de retour de mes parents. À l'intérieur se trouvait une carte nous félicitant pour le bébé, une information qu'ils avaient vraisemblablement apprise par des canaux familiaux. Il n'y avait aucune excuse pour le passé, seulement une déclaration qu'ils s'attendaient à être impliqués dans la vie de leur petit enfant. Après mûre réflexion et de nombreuses discussions avec Alex, j'ai répondu par une lettre brève mais ferme. Je ne suis pas disposé à exposer mon enfant au même amour conditionnel et à la même manipulation que j'ai subi en grandissant. Lorsque vous serez prêt à assumer la responsabilité de vos actions et à vous engager à respecter des limites respectueuses, nous pourrons discuter de visites supervisées. D'ici là, cette porte reste fermée. C'était l'une des lettres les plus difficiles que j'ai jamais écrites, mais aussi l'une des plus nécessaires. Devenir mère avait renforcé ma détermination à briser le cycle des dynamiques familiales toxiques, même si cela signifiait maintenir une distance avec mes propres parents. Lily Catherine Fischer est née par un brillant matin d'octobre, en bonne santé et parfaite, avec les yeux bruns d'Alex et mon menton têtu. En la tenant dans mes bras, j'ai ressenti un amour si pur et inconditionnel. Cela m'a fait monter les larmes aux yeux. C'est à cela que la famille devrait ressembler. Pas une quête sans fin d'approbation, mais un havre de paix, d'acceptation et de soutien. Le voyage de la robe de mariée brûlée à ce moment avait été douloureux, mais transformateur. J'avais perdu la famille dans laquelle j'étais né, mais j'avais gagné une famille de choix qui m'a montré ce que signifiait vraiment l'amour sans condition. J'avais trouvé ma voie et mes limites. J'avais appris que parfois, la réponse la plus saine aux relations toxiques est de s'en aller, même lorsque les attentes culturelles nous poussent à maintenir des liens à tout prix. Plus important encore, j'avais découvert que la famille n'est pas définie par le sang, mais par la manière dont nous nous traitons les uns les autres, par la sécurité et l'acceptation que nous créons ensemble. La famille Fischer m'avait accueilli sans réserve. Mais le vrai cadeau a été de trouver la force d'exiger un meilleur traitement et le courage de m'éloigner quand il n'était pas donné. En regardant ma fille grandir, je suis reconnaissante pour les leçons douloureuses qui m'ont amené à ce lieu de paix. L'héritage que je lui transmets ne sera pas celui de la critique et de l'amour conditionnel, mais du respect de soi et du courage de choisir des relations qui l'honorent.